Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons une nouvelle leçon sur le pouvoir royal en France entre le XIe et le XVe siècle. Alors, tout d'abord, voyons quelle est la dynastie qui règne en France à cette période. Donc on regarde. En 987 commence une nouvelle dynastie avec Hugues Capet qui règne de 987 à 996 et cette dynastie ce sont les Capétiens. Alors, il va y avoir plusieurs grands rois importants pendant cette période, dont certains ont été étudiés, je pense, à l'école primaire, comme par exemple Saint-Louis, ou Philippe Auguste peut-être, qui vont travailler à augmenter la puissance royale, on le verra pendant ce chapitre. Il y a, pendant cette période, une guerre importante qui s'appelle la guerre de Cent Ans, qui est à la fois une guerre entre la France et l'Angleterre et également une guerre civile qui oppose des Français entre eux, qui dure plus de 100 ans, 1337 à 1453. Et cette guerre fait suite à une crise de succession qui a lieu en 1328, c'est-à-dire qu'en 1328, il y a un roi, le roi Charles IV, qui meurt sans avoir de fils. Il a une fille, mais celle-ci ne peut pas succéder au trône, ainsi en décident les grands du royaume. Et du coup, eh bien, ça va être un neveu de Philippe le Bel qui va hériter du trône, qui est Philippe VI de Valois, et il va donc donner naissance à une nouvelle branche de la dynastie qui s'appelle les Valois. Et à part cet accident dynastique, eh bien, les Capétiens vont continuer à se succéder jusqu'à la fin de la monarchie en France, donc jusqu'en 1792 à la Révolution française. Alors, on a vu jusqu'à présent qu'au Moyen-Âge, le pouvoir reposait sur la richesse et en particulier la richesse en terre, qui permettait donc d'avoir des revenus grâce aux impôts qu'on prélevait sur les paysans, et donc que les terres étaient possédées par des seigneurs qui avaient eux-mêmes des fidèles, des chevaliers qu'ils entretenaient, etc., etc. Et bien, ce système, qu'on appelle le système féodal, est dominé par un roi. Et on va voir sur quoi se fonde le pouvoir du roi, parce que le roi, c'est le seigneur des seigneurs, c'est le seigneur supérieur à tous les autres seigneurs. Et tout d'abord, nous allons voir que ce pouvoir repose sur une cérémonie, qui est la cérémonie du sacre. Et pour cela, vous deviez répondre aux questions de la page 109 sur le sacre de Louis VIII. Alors, on va regarder le document 1 et on va répondre au fur et à mesure aux questions. Donc tout d'abord, on vous demande de relever la nature du document, son lieu de conservation et sa période de réalisation. Donc ce document, c'est une miniature, c'est-à-dire une illustration dans un manuscrit qui date du XVe siècle. L'auteur, c'est Jean Fouquet, c'est un grand peintre de miniatures du XVe siècle. Et donc, il peint le sacre de Louis VIII, qui lui est un roi beaucoup plus ancien. Vous aviez une petite notice bibliographique, vous voyez. Lui, il a régné au XIIe, XIIIe siècle. Et donc, il peint dans les chroniques de France le sacre de Louis VIII. Et aujourd'hui, cette miniature est conservée à la BNF, la Bibliothèque nationale. Donc, quelle est la scène représentée? Le sacre, je l'ai dit. Quel personnage central est représenté et comment le reconnaît-on? Le personnage central, c'est évidemment le roi, et on le reconnaît grâce à ses attributs. Donc, c'est sur sa tête que l'on pose la couronne, et il porte ce manteau bleu, qui est le fameux bleu roi, et qui est orné de l'insigne royal, c'est-à-dire la fleur de lys. La fleur de lys, c'est un symbole qui représente l'alliance entre la couronne et l'Église, puisque le roi de France s'engage à défendre l'Église. Donc, ce sont à ces différents signes qu'on reconnaît évidemment le roi. Que pouvez-vous dire du décor et des personnages qui entourent le personnage central? Alors, on regarde le décor. Eh bien, on voit que des tentures ornées de la fleur de lys et du même bleu royal sont partout dressées. On se trouve dans la cathédrale de Reims, parce que le sacre du roi, tous les sacres des rois, si c'était possible, avaient lieu à Reims. Mais là, ça ne se voit pas, hein, c'est l'insigne royal qui est présent. Alors, pourquoi Reims? Reims, c'est une ville qui a une importance toute particulière,
parce que c'est à Reims que Clovis, le premier roi des Francs, a fait sa conversion. Et on a versé à cette occasion-là sur sa tête une huile sainte. Et la légende raconte que cette huile est venue du ciel, apportée par une colombe, et que c'est toujours cette huile, la même huile qui a servi à convertir Clovis, qui est conservée à Reims. Et c'est pour ça que c'est à Reims que la tradition est respectée, la tradition du sacre. Tout règne de France commence par le sacre. Alors, le roi est roi dès la mort de son prédécesseur, mais le sacre, on va voir, donne une importance particulière au roi. Et la ville de Reims va bénéficier donc de cette importance royale. On va y édifier une immense et magnifique cathédrale Notre-Dame de Reims, et vous reconnaissez bien sûr que c'est une cathédrale de style gothique particulièrement flamboyante. Et là, vous voyez encore une autre illustration, celle-ci qui date, une peinture qui date du XVIIIe siècle, donc qui reprend la cathédrale de Reims telle qu'elle était à cette époque-là. Donc une immense cathédrale où le roi commençait son règne et où il recevait donc une onction. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on vous demandait aussi dans la question 4, que peut-on dire du décor et des personnes qui entourent le personnage central? Alors on va regarder les personnages qui l'entourent. Donc on voit en gros que la scène est divisée en 3 groupes. Le groupe royal, le roi et son épouse. Ensuite, ici à droite, eh bien, vous voyez que tous ces personnages sont en robe et qu'ils portent une coiffe. Et ici, vous voyez ce bâton. C'est le bâton que portent les évêques, de même que cette coiffe. Donc ce sont les grands évêques de France, ce sont les grands seigneurs ecclésiastiques qui, par leur présence, apportent le soutien de l'Église au roi. Et de l'autre côté, vous voyez certains personnages qui sont couronnés, qui sont de la famille royale, et d'autres qui sont en habits de nobles. Ce sont les grands seigneurs laïcs, donc les grands vassaux du royaume. Ce sont les seigneurs qui prêtent un serment de fidélité au roi et qui, là aussi, en étant présents au sacre, affirment leur soutien au roi. Donc c'est une cérémonie par laquelle tous les grands du royaume montrent qu'ils sont fidèles au roi et qu'il peut compter donc sur le renouvellement de leur serment de fidélité. Donc c'est ce qui va donner au roi toute sa légitimité en fait. La légitimité, c'est le fait qu'on a un pouvoir qui est reconnu par tous comme étant de droit, comme un pouvoir juste. Ensuite, documents 1 et 2, à l'aide des 3 miniatures, précisez quel moment du sacre l'auteur représente dans le document 1. Parce que le sacre, évidemment, se faisait en plusieurs étapes. Alors, on va regarder ça plus précisément. Donc ici, première miniature, le roi prête serment entre les mains d'un évêque. Alors ce serment, c'était un serment dans lequel il jurait d'être un bon roi, d'agir pour le bien de ses sujets et bien sûr de protéger l'Église. Ensuite, deuxième étape, l'étape qui rappelle le Clovis, eh bien, c'est l'onction. Le roi est oint. Donc, on vous dit ici que ça veut dire béni, mais en fait, ça veut dire qu'on touche son front avec l'huile sainte, qui était l'huile qui avait servi à convertir Clovis. Et ça va donner au roi un caractère sacré. C'est extrêmement important parce que par ce geste, en touchant le roi avec une huile qui vient directement du divin, puisque l'huile était censée avoir été apportée par une colombe envoyée du ciel, eh bien le roi prend un caractère sacré. Il est à part des autres hommes. Sacré, ça veut dire que il ne veut pas être touché par n'importe qui. Quelqu'un qui s'en prendrait à lui commettrait un sacrilège. Ce serait un crime envers Dieu. Aussi, ça va lui donner une sorte de pouvoir magique, pouvoir sacré, il y a un pouvoir surnaturel. Il y avait la croyance que les rois, une fois sacrés, eh bien, avaient le pouvoir de guérison par le toucher. Et à la fin de la cérémonie du sacre, une fois que le roi avait avait passé toutes les étapes, eh bien, il sortait de l'église et sur le parvis, il touchait des malades qui avaient les écrouelles, c'est-à-dire des scrofuleux. C'était une maladie qui a aujourd'hui pratiquement disparu, mais qui existe encore,
qui est une maladie qui est une sorte de tuberculose qui donne des ganglions au cou, dans le cou en particulier, qui était particulièrement disgracieuse. Et donc il y avait cette croyance que le roi, en touchant les malades, les guérissait. Et donc il y avait cette formule que prononçait le roi te touche, Dieu te guérit. Donc ça, c'est directement lié à la cérémonie du sacre et c'est quelque chose qui met la personne du roi à part de tous les autres. Dernière étape, c'est la remise des insignes royaux et le couronnement. Et c'est évidemment cette étape qui est représentée sur le document 1. Donc ça, pourquoi est-ce qu'il a choisi de représenter cette étape-là? Eh bien, c'est parce que c'est à cette étape-là qu'on voit le roi entouré de tous les grands du royaume, et donc c'est l'étape qui lui donne officiellement toute sa légitimité. C'est à mon avis pour ça que c'est cette étape que Jean Fouquet a choisi de représenter. Alors, les insignes royaux, quels sont-ils? On va regarder. Voilà. Alors, ici, vous voyez, on a isolé les différents insignes. Alors, premier insigne, c'est la couronne. Donc, la couronne, c'est la domination royale. C'est ce qui place le roi au-dessus de tous les autres seigneurs. Seules les personnes royales et de la famille royale sont autorisées à porter une couronne. Les autres seigneurs n'ont pas de couronne, ils ont des coiffes, mais ils n'ont pas de couronne. Ensuite, deuxièmement, cet habit, l'habit avec la fleur de lys, l'alliance entre la monarchie et l'Église, ça aussi, c'est un insigne qui est réservé à la personne royale. Troisièmement, le sceptre. Vous voyez ici. Le sceptre, c'est un symbole très ancien de pouvoir. C'est le pouvoir de commandement qui est représenté par ce sceptre. Et enfin, vous voyez ici la main de justice, qui est le pouvoir supérieur, le pouvoir de la justice suprême que possède le roi. La justice royale était une justice supérieure à tous les autres. C'était la justice à laquelle on avait recours quand on avait épuisé toutes les autres justices. Donc, par exemple, quand un seigneur avait rendu justice dans son fief, eh bien, si on était mécontent de la justice, de la décision qu'on avait reçue, il y avait un certain nombre de situations où on pouvait faire appel devant le roi. La justice du roi est supérieure à celle des seigneurs. Il y a un dernier insigne royal qui n'est pas représenté ici, mais que l'on peut voir ici, c'est la remise de l'épée. L'épée qui montre le pouvoir militaire que possède le roi. Le roi a un pouvoir militaire supérieur à tous les autres seigneurs, encore une fois. Donc voilà pour la cérémonie du sacre. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.